Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de la 20e étape du Tour de France. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé du côté de cette journée qui a été riche en termes de spectacle et en termes de suspense. On va parler également des coureurs au top, du bilan des Bleus également, et puis des différents classements avant l'étape de demain. Petit changement de programme pour demain au niveau des présentations d'étapes. Juste un changement de programme au niveau des présentations d'étapes. La présentation d'étape du Tour Femmes sera à 7 h. La présentation de l'étape du Tour Hommes sera à 11 h. Tout simplement parce que l'étape des filles part avant l'étape des garçons. Donc c'est pour ça que je change les horaires pour cette étape-là. Donc voilà, si vous ne voyez pas de présentation d'étape des Champs-Élysées à 7 h, ne vous inquiétez pas, c'est parce que je sors la vidéo des filles. Et pour le débrief de l'étape féminine, comme là je suis en train d'enregistrer qui est 17 h 15, ça veut dire que je ne regarderai pas cette étape en direct. Donc, je vais la regarder ce soir, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de la débriefer demain matin. Parce qu'il faut aussi que j'enregistre la présentation de l'étape numéro 3. Voilà, donc c'est un programme assez dense dans les jours à venir. Voilà, mais on va essayer de s'en sortir correctement avec ce chevauchement de course qui ne me plaît pas vraiment, pour ceux qui ont vu la présentation de l'étape numéro 1. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Ça se passe dans les commentaires. Vous pouvez également rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. On commence tout de suite avec l'étape du jour, l'étape numéro 20, qui partait de Nantua pour aller du côté de Pontarlier. Une étape qui a été riche, très riche en spectacle. Très, très riche en spectacle du côté de cette journée. Avec beaucoup d'attaques, déjà dans la première partie d'étape. Ensuite, une grosse bagarre pour que l'échappée prenne son avance. Et puis derrière, les 60 derniers kilomètres, pas mal de rebondissements, pas mal de spectacles aussi. Donc il y a eu assez peu de temps mort dans cette étape au final, quand on regarde. Et oui, il s'est passé quand même pas mal de choses. Et on ne s'attendait pas forcément à ce que ça soit aussi spectaculaire du côté de cette étape, mais on y reviendra là-dessus. Deux choses avant de démarrer le résumé de cette étape. Premièrement, non, une chose, parce qu'il y a une autre chose dont on parlera dans le résumé, tout simplement. Les deux autres éléments. Non, Alexandre Pasteur, aujourd'hui, il nous a fait une tirée à dents. Ce que j'appellerais une tirée à dents dans le jargon. Le vainqueur du jour nous a fait une Heinrich Hausler, mais Alexandre Pasteur nous a fait une tirée à dents. Vous vous souvenez quand Thierry Adam parlait tout le temps de la Picardie et qu'au bout d'un moment, c'était lassant. Alexandre Pasteur, on sait qu'il vient du Doubs, mais au bout d'un moment, c'est lourd quoi. C'est lourd pendant 180 km. Hein. Donc ça aurait été bien de s'en apercevoir. Après, pour avoir regardé le Tour de France chez France Télévisions depuis le début de la course, ça fait depuis 2 ans où je me dis vraiment, c'était pas si mal Thierry Adam. Non, vraiment. Là, je vois pas l'apport qu'a Alexandre Pasteur aujourd'hui. Si vous regardez et je trouve même que contrairement à Thierry Adam, c'est mou. Alors autant avant, il avait tendance à surjouer les derniers kilomètres parfois, mais là maintenant, on se fait chier quoi. Pendant 90% de l'étape, c'est mou du genou quoi, en termes de commentaires. Et je trouve qu'il fait des erreurs comme ce que faisait Thierry Adam sur la fin, qui faisait énormément d'erreurs sur la compréhension de la course. Et puis, sur toute l'étape, putain, j'ai eu l'impression d'avoir Thierry Adam qui parlait de la Picardie, mais c'est... alors, je sais bien que, bon, les mecs sont fiers de leur région, ok, mais bon, une fois, 2 fois, pas pendant 180 km, et encore d'un vélo club derrière, parce que j'ai vu le début de vélo club, pareil. Et en plus, c'est un peu excluant pour le téléspectateur, hein, pour tout vous dire, mais bon, non, c'est un peu chiant, quoi. Donc, et moi, Alexandre Pasteur, oui, ça fait depuis 2 ans, je me dis,
Ouais, bah, je pense qu'il y a bien mieux que lui aujourd'hui actuellement. Malheureusement. Et ça serait bien de se remettre dans le rythme parce que. Alors après, c'est marrant parce que on s'aperçoit quand même que les mecs, plus ils commentent, je pense plus ils oublient un paramètre dans leur vie de commentateur, c'est plus ils commentent, plus ils sont. On a l'impression qu'ils font plus gaffe à certaines choses ou qu'ils se remettent pas forcément en question. Sauf Margoton, je dirais, enfin, j'ai l'impression qu'elle n'est pas atteinte par ce syndrome. Mais j'ai l'impression que les mecs qui commentent depuis 10 ans, 15 ans, c'est pareil avec Patrick Chassé, mais c'est pareil même avec Di Grazia, par exemple. Et bah, faut pas oublier que derrière, il y a au moins 15 000 mecs qui veulent ta place. Hein. Donc il y a un moment, bah, faut se donner à 100% tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je trouve que Pasteur, comme Thierry Adam à un moment, comme parfois Guillaume Nigradia, qui n'a pas commenté le Tour de France, hein, suite à l'affaire de la maquilleuse, à qui il a foutu une main au cul, et c'est bien fait pour sa gueule, parce qu'il y a un moment il n'avait absolument pas offert ça, et d'autres, bon, voilà, hein, bah, et au bout d'un moment, t'as l'impression qu'ils se remettent pas en question, quoi. Et à un moment, faut pas oublier qu'il y a des mecs qui sont derrière. Les mecs qui commentent les sports mécaniques aussi, parfois. Pareil. Donc ça serait bien de ne pas le négliger, ça. T'as 15 000 mecs qui veulent faire ton job. Donc si t'as juste plus envie de le faire, ou si t'es plus motivé pour le faire, ou si t'as plus la flamme, tu pars. Donc voilà. C'était aussi un signe. Parce que là, cette année, au niveau des... Parfois, c'était dur hein, d'écouter les étapes du Tour de France. Voilà, faut trouver un nouveau souffle hein, du côté de France Télévisions. Bon, on passe tout de suite à l'étape du jour. On avait un non partant ce matin. C'est toujours triste quand un coureur ne prend pas le départ, enfin abandonne à un jour ou 2 jours de l'arrivée. Fedorov, qui a eu une bactérie intestinale et donc qui n'a pas pris le départ. 185 km de l'arrivée, premier attaquant de la journée, c'est Kasper Asgreen du côté de l'AEF. Et puis derrière, à la surprise générale, contre de Ben Illy avec Mauro Schmidt et Jonas Abrahamsson, qui va être suivi ensuite par Garcia Pierna, peut-être pour contrôler un petit peu Ben Illy du côté de cette étape. Tout ce petit groupe est repris à 175 km de l'arrivée. Ensuite, on va avoir d'autres attaquants, Alaphilippe, Van Aert, Foss, Demar, qui sont repris. Et pendant ce temps-là, par contre, Kasper Asgreen, lui, toujours à l'avant du peloton. Il a même 15 secondes d'avance à 170 km de l'arrivée. Nouvelle attaque de Ben Illy, suivi par Kim Simons. Pas très loin, on a Tobias Allan Johannesson, notamment, et Kevin Vauquelin, qui contrôlent complètement Ben Illy. À 172 km de l'arrivée, Dely est lâché. Et là, on se dit, la journée va être extrêmement longue parce qu'il est tout seul avec un équipier. Et surtout, il est assez loin à ce moment-là du groupe Eto du maillot vert. Donc on se dit, ça va être difficile. Sauf que Arnaud Dely a fini l'étape dans les délais. Voilà, parce qu'ensuite, ça s'est un peu calmé en termes de rythme. En sachant que Dely est malade. Hein, donc on savait que la journée pouvait être compliquée. À 169 km de l'arrivée, attaque de Jorgensen. De nouveau, Ben Illy, mais tout le monde est repris. Et puis on aura une nouvelle attaque avec Harrison Sweeney, Poles, Garcia Pierna. De nouveau, attaque aussi de Tim Wellens. À ce moment-là, nous sommes à 160 km de l'arrivée et la bonne échappée n'arrive pas à sortir du tout. Hein, et on se dit, ça commence à prendre un petit peu de temps, cette affaire-là, quand même, du côté des leaders du classement, des différents classements. Nous sommes ensuite avec Roméo, Bardet, Hirschi qui vont tenter leur chance, puis Ballerini à 154 km de l'arrivée qui va également attaquer. On va avoir des cassures dans le peloton à ce moment-là et Ballerini va être rejoint par Jorgensen et Mauro Schmidt, mais tout le monde est repris. Dans les cassures à ce moment-là dans le peloton, il faut savoir que Oscar Olny se fait avoir notamment dans ce petit groupe-là. Ça a failli lui coûter très cher. On va avoir une nouvelle attaque de Pascal Encorn et d'Axel Laurence qui vont être repris. Axel Laurence qui va être très souvent à contre-temps aujourd'hui, comme trop souvent du côté de la Ineos depuis le début de course. Et donc Félix Gall, Kuss, Vlasov, Oscar Olny sont lâchés
et se retrouve distancé du peloton numéro 1. 138 km de l'arrivée, attaque de Tim Wellens. Avec Aurélien Paré-Peintre, Delettre, Vandenbroek, également dans ce groupe-là avec Dries Nurse. Mais le peloton est de nouveau au complet, sauf 3 hommes qui ont réussi à s'isoler. Tim Wellens, Matteo Jorgensen, les 2 équipes les meilleurs amis du monde, et puis Ewen Kostju. Derrière, on a l'attaque on a un groupe de compte qui se forme et qui va rejoindre le groupe numéro 1 à peu près 120 km de l'arrivée. Vous avez le point à l'image en photo, donc on se retrouve à avoir une échappée de 13 coureurs qui sera la bonne échappée du jour. Tim Wellens à l'intérieur avec Jorgensen. Nous avons Pascal Encorn, Harry Sweeney. Romain Grégoire est également à l'intérieur du groupe, le local de l'étape. Caden Groves, le sprinter de l'Alpecin de Koninck avec Matteo Trentin, Ewen Kostju, Ivan Romeo, le rouleur de la Movistar, Simone Velasco, le puncher de la XDS Astana, Jordan Jegat, le mieux classé au général à ce moment-là, Frank Vandenbroek et Jack Stewart. Et oui, Jordan Jegat a réussi à prendre l'échappée. Lui qui est 11e au classement général avec 4 minutes, un peu plus de 4 minutes de retard sur Ben O'Connor. Vous allez voir que cette information va avoir toute son importance dans le reste de l'étape. Au même moment, chute de Mauro Schmidt, le Suisse de la Jayco Alula. Watson, Van Moor, eux, vont se retrouver en chasse-patate et n'arriveront jamais à rejoindre ce groupe de tête. La Cofidis roule. Également, encore une fois, raté du côté de la Cofidis à ce moment-là. L'échappée a seulement 1 minute 29 d'avance sur le peloton. Au même moment, chute de Champoussin, une centaine de kilomètres de l'arrivée. Alors, il faut savoir que dans ce groupe-là, on essaye d'intimider Jordan Jegat, notamment Velasco, mais d'autres coureurs qui, on sait, Vandenbroek va essayer également. Pas mal de coureurs vont tenter d'intimider. Alors, pourquoi intimider? Parce qu'il semblerait, selon Jordan Jegat, qu'il se soit fait insulter, notamment par Simone Velasco. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de sanction, malheureusement, pour Simone Velasco, parce que on ne peut pas prouver véritablement, à part si d'autres coureurs se plaignent aussi, que Jordan Jegat se soit fait insulter. Mais plusieurs coureurs ont essayé de négocier plus ou moins fortement le fait que Jordan Jegat s'écarte. Alors, c'est un truc qu'on voyait souvent il y a une quinzaine, vingtaine d'années, parce que souvent dans les dernières étapes en montagne, il y avait toujours un coureur bien placé au général qui tentait sa chance et qui parfois se relevait pour laisser l'échappée prendre du champ. C'est déjà arrivé sur pas mal d'étapes, moi je l'ai déjà vu personnellement. Sauf que c'était une sorte de négociation, on discutait, si on est allé jusqu'aux insultes, là j'ai un problème avec Simone Velasco, encore plus. L'échappée prenait quand même un petit peu d'avance à ce moment-là, on était déjà à 1 minute 29. L'écart va monter jusqu'à 2 minutes. À ce moment-là, c'est Mauro Schmidt qui roule. Sauf que je rappelle que Mauro Schmidt, il a tenté d'attaquer, il est ensuite tombé, il a fait un sacré numéro pour revenir dans les voitures, pour ensuite se placer devant les Jayco Alula. Mais du côté des Jayco Alula, on était parti plutôt avec une équipe de sprinters. Donc, bah oui, on n'a que Mauro Schmidt et on n'a plus Eddie Dunbar pour rouler derrière, à l'avant du peloton, et il est aidé par aucun autre coureur parce que Ineos n'a aucun intérêt. Arensman est beaucoup trop loin de Jordan Jegat pour avoir un intérêt dans cette course-poursuite. Et pareil pour Tobias Allan Johannesson, pour Kevin Vauquelin par exemple, qui sont largement devant également Jordan Jegat, donc ils ne sont pas inquiétés tout de suite par l'échappée du Français. Nous sommes à 80 km de l'arrivée, l'échappée est à 2 minutes, donc comme je le disais. Écart qui monte à 2,33 à 66 km de l'arrivée. Et nous avons de nouveau une attaque d'Axel Laurence, mais qui est toujours on va dire en chasse-patate, jamais dans le bon timing sur ce Tour de France, comme la Ineos en général, sauf Arensman. 64 km de l'arrivée, nous arrivons dans la côte de Thésy, et Jordan Jegat va lâcher tout le monde dans cette côte de Thésy, sauf Harrison Sweeney va réussir à revenir, mais dans un second temps. Et oui, parce que le tempo dans le groupe de tête n'est pas forcément très élevé, et c'est peut-être même une erreur de certains coureurs de ne pas avoir fait un tempo plus élevé dans ce groupe-là, quand on voit qui s'impose à l'arrivée de cette journée. Je dirais que l'entente n'est pas... alors, elle n'est pas catastrophique, mais elle n'est pas excellente non plus dans ce groupe de tête. Donc, Jordan Jegat lâche tout le monde et il va
partir. On va voir la situation à 63 km de l'arrivée parce que dans cette côte de Thésy, on va avoir également un groupe qui va se former à l'arrière. Alors à l'avant, à 63 km de l'arrivée, nous avons donc Harry Sweeney qui a rejoint Jordan Jegat. À 23 secondes, vous avez donc le reste de l'échappée avec Tim Whelan, Jorgensen, Encorn, Grégoire, Groves, Trentin, Costiu, Romeo, Velasco, Vandenbroek, Jake Stewart. Derrière, à 2 minutes 14, donc Axel Laurence a attaqué. Et là, une dizaine de secondes d'avance sur une attaque également de Wout van Aert, également à contre-temps aujourd'hui, qui a suivi avec Tom Skunt, Madouas, Lebert, Dylan Tunt, Delette, Barguil, Woods et Anders Haaland, Johannesson. C'est vrai qu'on n'avait pas d'Uno X aujourd'hui dans l'échappée qui se sont un petit peu ratés également. C'est dommage pour Anders Haaland, Johannesson, il aurait pu faire une belle étape également sur cette journée vu ce qu'il avait fait sur le Tour de Slovénie. Alors à 54 km de l'arrivée, Harrison Sweeney va partir tout seul. Alors on n'a pas compris si à ce moment-là, Jordan Jegat n'en pouvait plus, il ne relayait pas Harrison Sweeney. Donc est-ce que Jordan Jegat n'en pouvait plus ou est-ce qu'il a décidé d'attendre le groupe numéro 2 qui était à une vingtaine de secondes à ce moment-là. Au même moment, Vingegaard, un problème mécanique. Nous sommes à 45 km de l'arrivée. Harrison Sweeney a 40 secondes d'avance sur son groupe de poursuivants. Le groupe Van Aert est à 3 minutes 30. Axel Laurence est dans ce groupe-là, je crois, à ce moment-là. Et puis le peloton à 5 minutes 03. Tiens, 5 minutes 03, c'est-à-dire que Ben O'Connor a 4 minutes 20 de retard. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Jordan Jegat est 10e au classement général virtuel de ce Tour de France. À 35 km de l'arrivée, tournant dans la course, le groupe numéro 2 se casse en plusieurs groupes, enfin plusieurs échelons, s'échelonne, on va dire. Un premier groupe avec Grégoire, Vandenbroek, Stewart, Groves et Encorn, qui revient très vite sur Harrison Sweeney. Un autre groupe avec Jordan Jegat, Romeo et Velasco, qui sont également avec Trentin. Et puis dans le quatrième groupe, eh bien, nous avons Tim Whelan et Jorgensen, qui essayent de jouer au plus intelligent. Alors quand la Visma ou la UAE disent non, on n'a pas de problème avec l'équipe adverse, aujourd'hui on a bien compris qu'aucun des deux ne voulait faire gagner l'autre. Voilà, et c'est ce qui a fait que les deux ont perdu encore aujourd'hui, comme la veille, face à Arensman. J'ai rarement vu même à ce point-là une inimitié entre deux formations. Je dirais qu'il y a des équipes qui ne s'entendent pas extrêmement bien, mais de là à se faire perdre, à préférer perdre que gagner, moi je crois que c'est une première. Enfin, dans le cyclisme que je regarde depuis 25 ans, enfin un peu moins de 25 ans, depuis plus de 20 ans, j'ai jamais vu ça, parce qu'on a connu des équipes qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. Je pense à Astana, CSC à une époque, quand il y avait la bagarre contre Tador Schleck, mais j'ai pas souvenir que s'il y avait eu une échappée avec, je sais pas moi, Jens Voigt, et dans l'autre, et du côté de l'autre côté, on aurait eu, qui on aurait pu avoir du côté de la Discovery Channel, de la Astana de l'époque, Kasheshkin par exemple. On aurait eu une échappée d'un côté Kasheshkin, de l'autre côté Jens Voigt. Je pense pas que Jens Voigt aurait tout fait pour faire perdre Kasheshkin et inversement. Là, c'est la première fois où, quand il y a eu le match Sky Movistar, je pense pas que un coureur de la Movistar aurait tout fait pour faire perdre un coureur de la Sky si c'était des seconds couteaux. Là, ça a vraiment été le cas. Tim Whelan et Jorgensen, ils se sont regardés et ils ont vu le retour d'Ewan Kosciu qui était un petit peu cuit. On va pas se mentir, à 30 km de l'arrivée, point sur la situation. Le groupe numéro 1, donc Harry Sweeney, tout simplement en solitaire, à 16 secondes d'avance sur Grégoire, 24 secondes, on retrouve le groupe Jegat, et Jorgensen à 42 secondes, le peloton est à 5 minutes 10, et ça ne s'arrange pas pour l'écart par rapport au peloton. À 27 km de l'arrivée, le groupe Jegat rejoint le groupe Grégoire, et Sweeney va être pris peu de temps après. On attaque la dernière montée du jour. Trentin est lâché assez vite. On aura une attaque de Romeo qui va être suivie par Romain Grégoire. Jegat, lui, est lâché comme Sweeney et Pascal Encorn. Nous avons donc un contre de Grégoire après l'accélération d'Ivan Romeo. Ivan Romeo à 21 km de l'arrivée est en première position et là
on va avoir le tournant de la course. À ce moment-là, on a un groupe de 5 coureurs, Romeo, Grégoire, avec également Jack Stewart, avec également Frank Vandenbroek et Caden Groves qui jusqu'à maintenant ne fait pas de bruit. Comme Jack Stewart en passant qui jusqu'à ce moment-là court pas trop mal on va dire, mais vraiment Caden Groves on ne le voit pas. Et à 21 km de l'arrivée, alors que nous sommes dans un virage en dévers, avec un goudron qui n'est pas forcément en excellente qualité, eh bien Romeo va tomber, Romain Grégoire également, Romeo grosse chute, qui a fini l'étape mais extrêmement amoché, complètement râpé sur tout le côté droit. Donc on espère qu'il reparte demain parce que ça serait quand même vraiment dommageable d'abandonner la veille de l'arrivée du côté de Romeo. Et Grégoire va également tomber. Caden Groves Stewart a 2 doigts de chuter. Il est obligé de sortir le pied, mais Caden Groves aussi se rattrape vraiment à la dernière minute, alors que Caden Groves avait déjà failli tomber dans une des montées précédentes où il avait vraiment dérapé des 2 roues et s'était fait vraiment 2 belles frayeurs. Il se retrouve avec Vandenbroek. Nous sommes à 18 km de l'arrivée. À ce moment-là, Pascal Encorn est à 8 secondes, Jorgensen est à 29 secondes et Romain Grégoire, qui remonte très vite dans les voitures, est à 35-36 secondes et le peloton à 5 minutes 24. Romain Grégoire revient sur le groupe Jorgensen où il y a également Harry Sweeney. Enfin, on a récupéré tous ceux qui ont été distancés par le groupe de devant. Et à 16 km de l'arrivée, Stewart, je ne sais pas pourquoi, va demander un relais à Frank Vandenbroek, alors que le seul du groupe qui n'était pas sprinter, c'était Frank Vandenbroek. Donc autant vous dire qu'il avait intérêt à ne pas collaborer, contrairement à Jack Stewart qui avait intérêt à rester avec Caden Groves. Et ce qui fait que Caden Groves va partir en facteur à 16 km de l'arrivée. Et après, c'est fini. Personne n'ira le chercher. Frank Vandenbroek prendra la 2e place de cette étape et Jack Stewart aura tout perdu avec cette erreur d'appréciation, mais on y reviendra. Donc, Dely a fini dans les délais, Romeo aussi, même s'il a fini bien amoché. La note de l'étape, aujourd'hui, du côté de cette journée, qui a été très intéressante, j'ai mis 17 sur 20. 17 sur 20, comme quoi les étapes de moyenne montagne ont été, avec l'étape du Ventoux, les plus spectaculaires de ce Tour de France. Pourquoi 17 sur 20 ? J'attendais pas grand chose de cette journée, pour tout vous dire. Je me disais, une étape comme ça, en milieu de 2e semaine, il y aura du spectacle. La veille de l'arrivée, je me disais, il y a beaucoup de coureurs qui sont fatigués, avec les débuts d'étape à 50 km/h. Donc déjà l'échappée va peut-être sortir rapidement, sauf que l'échappée, elle a encore mis un temps fou à sortir avec un tempo en début d'étape. On est quand même sur une journée à 45 de moyenne, avec 2600-2700 mètres de dénivelé positif, c'est énorme. Et après, je me suis dit, bon, l'échappée, ça va peut-être partir vite. Et puis je pense qu'une fois que l'échappée part, en gros, pour le général, il n'y aura pas d'intérêt pour cette étape. Sauf que sur cette journée, déjà l'échappée met 3 plombes à sortir. On a une bagarre pour le général qui interfère dans cette étape. Au départ avec Benelli, puis avec Jordan Jegat et Ben O'Connor. Derrière, on a des choses à analyser au niveau tactique. On a 60 derniers kilomètres vraiment super, avec beaucoup de rebondissements du côté de cette étape et du grand spectacle. Des conditions climatiques qui ont été difficiles et des coureurs qui se sont donnés à fond. Pour moi, c'est 17 sur 20. J'ai pris du plaisir à regarder cette journée. Et encore une fois, j'en attendais pas grand-chose ce matin. Moi, je me disais, l'échappée va partir au bout de 10 km, 10-15 km dans la première côte. Et puis après, c'est bon, ça sera une échappée de 10 coureurs. Il ne se passera pas grand-chose. Ça va se recomposer dans la côte de Thésy. Ils vont partir à 3 ou 4. Et puis ensuite, la victoire se jouera avec ces 3 ou 4 coureurs-là. Et ça jouera de cette manière-là, et pas du tout. Et ça a été très intéressant à suivre. Et il y a des choses à analyser. Je pense qu'il y a des coureurs qui auraient mieux fait de faire un gros tempo dans la côte de Thésy, parce que comme ils n'ont pas fait un gros tempo dans cette montée-là, les sprinters sont restés, et ensuite les côtes étaient trop roulantes pour lâcher un mec comme Stewart, mais surtout un mec comme Caden Groves, qui, je rappelle, a remporté pas mal d'étapes sur le Tour de Catalogne, notamment. Donc certains peuvent avoir des regrets ce soir, mais peut-être qu'il n'y avait plus les jambes. Je pense que les deux qui peuvent avoir des regrets, mais je ne les ai pas mis dans les bonnets d'âne ou dans les flops, mais deux coureurs qui peuvent se dire, c'est Jorgensen et Willems.
Mais on a bien compris qu'il y a une haine vraiment entre ces deux formations. Si vous reprenez tout le Tour de France, l'étape de Vire où vous avez l'équipe Jumbo qui fait tout pour que Van Der Poel n'ait pas le maillot, pour que Pogacar garde le maillot, ça je pense que ça a été la goutte d'eau d'un Tour de France où déjà on ne partait pas en amitié, on dirait, entre ces deux formations. Et puis après, le fait que Vingegaard n'ait jamais véritablement attaqué, notamment dans les 2 derniers jours, enfin on a bien senti que là, entre ces deux formations-là, on partira pas en vacances ensemble, et on peut presque dire qu'il y a une haine qui s'est accentuée ces derniers jours, parce que c'est vrai que par exemple Campenars n'avait pas tout fait pour revenir sur Tim Wellens, notamment sur l'étape de Carcassonne. Mais voilà, je pense que... Et puis, il faut quand même se dire aussi que Tim Wellens, il n'était pas dans l'obligation de rouler, lui il avait déjà gagné une étape, ce qui n'était pas le cas de Jorgensen. C'est peut-être Jorgensen qui aurait dû un peu plus réfléchir dans l'affaire, et qui s'est peut-être fait piéger au final par Tim Wellens du côté de cette situation. Donc c'est pour ça que je ne les ai pas mis en flop l'un comme l'autre, mais je pense que le perdant c'est peut-être encore Jorgensen, mais Jorgensen je l'ai déjà mis en flop sur les 2 dernières étapes. Et à un moment, on va pas faire le triplé magique pour lui. Allez, on regarde tout de suite le bilan des Bleus. Le bilan des Bleus, du côté de cette étape. Alors, j'ai pas mis de plus aujourd'hui. J'ai mis plus-moins. Mais vous allez comprendre pourquoi. Je commence avec Jordan Gégat, plus-moins. D'un côté, il y a une satisfaction sur cette journée, c'est le top 10 au général. Et on va revenir encore, mais s'il s'est fait insulter par certains coureurs, je pense que ça donne une mauvaise image du cyclisme. Dans ce cas-là, c'est des amendes en francs suisses. Je ne sais pas s'il y a carton jaune parce que... si, parce que normalement, intimidation, c'est carton jaune. C'est vrai, parce que le terme officiel... il y a intimidation dans les sanctions parfois. Je ne sais plus c'est quelle sanction où c'est intimidation... il y a 3 mots, je ne sais plus, dans la sanction de l'UCI. Ça pourrait valoir carton jaune. Après... il faudrait qu'il y ait d'autres témoins dans cette échappée, et je suis pas sûr que tout le monde dise que un est insulté si les autres l'ont fait. Mais Jordan Gégat avait totalement le droit de le faire. Ça s'appelle de la tactique. Il a vu que Ben O'Connor était peut-être pas dans sa roue, il a décidé d'attaquer. Bon, comme Ben O'Connor, il avait le droit de rouler. Là, c'est pas le problème. Ben O'Connor, il a fait rouler son équipe, en même temps, il voulait pas perdre son top 10. Autant si ça avait été pour une 15e place, j'aurais dit oui, bon les mecs ça a 5 minutes. Si ça avait été aussi il y a une semaine sur l'étape de Carcassonne, j'aurais dit bon les mecs vous êtes déjà sur les comptes d'apothicaire. Mais là, la veille de l'arrivée, oui je comprends qu'on défende ses positions à 100%. Voilà, ça fait partie du jeu du côté de Jordan Gégat. Il a tenté le coup, il a vu que ça marchait, après il a fait le travail. Ben Eli a tenté aussi, hein, plutôt dans la journée. Après je pense que même Jordan Gégat, je ne sais pas s'il avait l'idée de le faire en tout début d'étape, mais je pense que comme Ben Eli l'a tenté, il s'est dit bah pourquoi pas, tiens, pourquoi pas essayer de le faire. Et il avait déjà pris l'échappée à Carcassonne, hein, Jordan Gégat, il a pris beaucoup d'échappées sur ce Tour de France. Mais un top 10, c'est pas anodin. Jordan Gégat, il a eu l'opportunité cette année de le faire. Il y a eu des circonstances qui ont fait que, il a pris pas mal d'échappées, les écarts ont été énormes au classement général. Il finit 10e, certes, mais il finit à 30 minutes, hein, plus de 30 minutes. Donc il est 10e du général, mais assez loin en finale. Mais ça aurait été pareil pour Ben O'Connor, je suis pas sûr qu'il aurait retenu énormément cette 10e place au général, mais c'est un top 10. Et autant des fois, je vous dis, les mecs se battent pas pour le maillot blanc, pour le maillot à pois, et ça me gêne un petit peu. Autant là, Jordan Gégat, bam, il s'est battu quoi aujourd'hui. Pour un top 10, il s'est battu. Faire honneur au maillot, aussi de la Total Énergie. Et aller au combat. Aller au combat. Et faut y aller au combat, parce que tu te fais insulter pendant, donc il a dit une demi-heure à 45 minutes. Tu vois que bon, ça a quand même du mal un peu à sortir dans un premier temps, surtout qu'il y a Mauro Schmid qui roule. Tu te dis, est-ce que j'ai pas fait une connerie? Dans la voiture, ils l'ont bien soutenu à ce moment-là. Je pense qu'à un autre moment, ils ont fait une petite bêtise dans la voiture, mais là, ils l'ont bien soutenu. Pour moi, pourquoi je le mets en moins? Déjà, j'ai eu l'impression quand même que les jambes n'étaient pas exceptionnelles. S'il s'est relevé quand il était avec Sweeney, pour moi, c'était une erreur. Fallait qu'il passe les relais. Fallait pas qu'il se mette à 100% à ce moment-là, mais fallait qu'il passe les relais. À deux, ils auraient peut-être pu aller un petit peu plus loin ensemble. Et ça aurait été plus compliqué, surtout de récupérer Sweeney
et de récupérer les deux. Donc je pense qu'il fallait tenter avec Sweeney. J'ai eu... Enfin voilà, et puis je trouve que sur la dernière heure de course, il passe pas un relais. Alors que là, par contre, je trouve que c'est un peu fort de café de sa part. Parce que il aurait pu passer des relais, notamment sur la fin, pour faire avancer le groupe. Voilà, il aurait pu passer des relais. Alors oui, c'était fait avec O'Connor. Alors heureusement, O'Connor, il s'est relevé à 15 bornes de l'arrivée. Hein, parce que c'était pas totalement fait encore à ce moment-là, au niveau de l'avance pour Jegat. Mais sur la fin, je trouve qu'il passe pas, pendant la dernière heure de course, il passe pas un relais. Bon voilà, quand tu joues le général, c'est un peu à toi de faire le tempo dans les groupes. Même s'il avait peut-être plus beaucoup d'essence dans le moteur, bah fallait faire les relais. Donc c'est pour ça que je mets plus-moins, plus pour l'audace, déjà, d'avoir osé attaquer. Et d'avoir tenté de changer la donne aujourd'hui alors qu'il aurait pu se dire j'ai 4 minutes de retard, c'est mort pour le classement général. Il a eu l'audace de tenter. Mais le moins parce que j'ai trouvé physiquement que c'était quand même un peu dur sur les 10-15 dernières minutes. Et puis le fait de ne pas avoir passé de relais à certains moments, je pense qu'il pouvait passer les relais pour faire avancer les groupes. Là, pour moi, ça m'a... Parce que ça se joue à pas... Enfin, heureusement que vraiment O'Connor, que Mauro Schmidt a craqué, que O'Connor avait personne d'autre avec lui. Parce que si O'Connor, il a un autre mec, s'il a Eddie Dunbar qui n'a pas abandonné, O'Connor, Jordan Jegat, il perd le maillot pour 10-15 secondes à l'arrivée. Hein. Et il pourra se dire, ah ben j'aurais dû passer des relais. Tu sais, c'est un petit peu comme Vauclin avec Romain Grégoire sur le Tour de Suisse, où j'avais dit, si Almeida il gagne le Tour de Suisse pour 15 secondes, on sait où sont passées les 15 secondes. Heureusement, après, il y a eu un plus gros écart entre les deux. Mais là, voilà, du côté de Jegat, c'était à lui de créer la cohésion dans le groupe et de passer des relais, et peut-être même d'en faire un peu plus que les autres. Plus-moins Romain Grégoire. Ah, bah, il y aura de la frustration ce soir hein, pour Romain Grégoire. D'un côté, bon, il a passé une journée sur le Tour de France avec, à domicile et il était dans le premier groupe, un peu comme Thibaut Pinot quand Thibaut Pinot avait pris sa retraite. Mais de l'autre, cette chute, je pense qu'elle est évitable. Voilà, il arrive trop vite, je pense, dans le virage. Alors, je sais pas si en avant-course, ils sont pas passés par ce coin-là, parce que j'avais l'impression vraiment qu'ils découvraient l'adhérence de la zone. Alors, est-ce qu'on les a pas prévenus que ça pouvait glisser à cet endroit-là? Mais ouais, Romain Grégoire, il doit... Enfin voilà, il arrive un peu vite dans ce virage-là. C'est Vauclair qui dit s'il passe en premier, en gros il tombe pas. Non, il arrive beaucoup trop vite. Les deux arrivent trop vite. Hein. Parce que derrière, tu vois qu'avec une chouille moins de vitesse, ils ont déjà du mal à rectifier le tir. Hein. Stewart, gros numéro d'équilibriste, Caden Groves aussi. Et heureusement, ce sont deux sprinters. Donc ils savent très bien manier un vélo. Si c'est des coureurs un peu moins habiles derrière, ça peut être un petit peu compliqué pour eux. Et ensuite, du côté de Romain Grégoire, forcément, toute l'énergie qu'il a dépensée derrière, c'était difficile. Bon, il retombe sur des groupes de coureurs qui avaient été lâchés dans cette dernière grosse côte de la journée. Et puis surtout, ça aurait pu être différent si le groupe de 3 se regarde dans les 3 derniers kilomètres. C'est-à-dire, si dans le groupe de 3, il n'y en a pas un qui arrive à sortir à 15 bornes de l'arrivée, peut-être que ça change la donne. Si ça se regarde, mais au bout d'un moment, les mecs... Alors, ils ont attendu un peu en plus, hein. Quand même, pendant 2-3 km, bon, ils ont mangé des gels, tu vois, mais au bout d'un moment, bon, ils jouaient leur course aussi, les cocos, et ça se comprend. Et puis, il fallait pas tomber. Tout simplement, les chutes, ça fait partie du jeu. Du côté de Romain Grégoire, voilà, il est tombé, dommage pour lui. Bon, j'ai l'impression qu'il s'est pas fait trop mal, c'était râpé, on va dire, un petit peu au niveau du maillot. Ça montre aussi que alors, les maillots, il va falloir quand même faire un truc, parce qu'ils se déchirent à une vitesse. Alors, je veux bien qu'on ait des maillots respirants, mais alors là, c'est beaucoup trop respirant. Je le répète, hein, parce que je l'avais déjà dit, mais alors les maillots aujourd'hui, ils se déchirent. Et en plus, quand ils se déchirent, j'ai l'impression qu'ils se foutent un peu dans le play. Ça fait des sortes de petites pelures qui se foutent dans les plaies. Je pense que ça doit être une horreur pour enlever les petits morceaux dans les plaies, pour les médecins dans les équipes. Mais c'est une horreur hein, maintenant les maillots. Alors de toute façon, je l'avais dit, regardez le maillot de la Total Energy quand vous voyez Pierre Latour. Pierre Latour, vous voyez son tatouage.
Les maillots, alors le pire c'est les filles, parce que les filles, vous voyez les brassières quand même, je me dis toujours, bah faut pas être hyper pudique quoi, parce que si t'as pas envie qu'on voit forcément ta brassière, t'as pas forcément qu'on voit tout au niveau du corps, mais la vache, c'est impressionnant hein, sur les maillots, ça se voit surtout sur les couleurs claires, vous voyez tout en fait, hein, c'est comme s'il n'y avait pas de maillot. Donc ça serait bien peut-être d'améliorer les choses au niveau de la résistance des maillots et d'imposer peut-être une réglementation sur la résistance des maillots, par exemple au frottement au sol. Vous savez, comme les tenues de motard, par exemple, il y a des règles strictes qui font que la tenue se déchire pas complètement. Ou je pense du côté de la FIA, les gants par exemple des pilotes tiennent un certain nombre de temps le feu. Par exemple, voilà, et c'est fait pour les contraintes de la discipline. Je pense que l'UCI devrait aussi mettre son nez là-dessus parce que Ivan Romeo, mais même Louis Barret par exemple, qui sont complètement râpés, là aussi, ça serait bien peut-être que les maillots soient peut-être un peu plus épais. Parce que là, on a l'impression d'avoir vraiment des bouts de chiffon sur le dos des coureurs. Bon. Mais forcément, Romain Grégoire, il sera triste, surtout qu'il était très fort. Alors, je ne sais pas s'il serait imposé, mais il était très costaud. Parce qu'après, il aurait fallu faire la différence dans ce groupe de 5 et ça n'aurait pas été évident. Face à Vandenbroek notamment. Mais ça aurait sauvé en plus la course un peu de la Groupama. Parce que c'est vrai que ça a été mitigé hein, du côté de la Groupama. Alors il y a pire qu'eux sur ce Tour de France. Mais bon, quand même, ça a été difficile pour la formation française. Et puis je termine avec Cofidis. Bon, je ne vais pas me répéter. Hein. Jour après jour. Un peu comme Intermarché aussi. Hein, mais au moins Intermarché, il y a eu des chutes. Cofidis, le seul coureur il y a deux coureurs qui sont tombés chez Cofidis, c'est Alexis Renard et c'est Yon Izagirre. Bon, il y a un moment, tous les autres, Aramburu, il n'est pas tombé sur le Tour de France. Hein. Aramburu, il passe à côté, Dylan Tuns, complètement transparent. Enfin, je ne vais pas me répéter, mais bon, ils sont encore passés complètement à côté. Et là, c'était une étape qui était à leur portée. Voilà, quand tu vois le nombre de coureurs à l'avant, un Cofidis aurait pu s'infiltrer. Je suis désolé, ils passent complètement à côté de leur Tour de France. Et c'est pas seulement la faute de Cédric Vasseur. Il y a un moment, le staff s'est planté, les coureurs se sont plantés complètement. Enfin voilà, c'est un échec global sur ce Tour de France. Il n'y a pas seulement un responsable. Là, c'est une responsabilité commune de tout le monde. Et quand tu vois le Tour de France que fait la Cofidis, après un Tour d'Italie qui a déjà pas été bon, tu te dis, il mérite peut-être de redescendre en deuxième division parce que sur les grands tours, en gros, ils avaient rien à foutre là, très clairement. Et encore, je suis gentil quand je dis ça. Allez, on regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou. Les coureurs au top. Caden Groves. Je voulais le dire dans mon short, mais j'ai oublié de le dire. Il a fait ce qu'on appelle dans le jargon une Heinrich Hausler. En fin d'étape, je me disais ça m'a totalement fait penser à cette victoire d'Heinrich Hausler, qui, à l'époque, quand il a gagné sur le Tour de France, était allemand, mais qui ensuite a pris la nationalité australienne. Sur une étape qui était dure aussi, c'était dans les Vosges, lui qui s'était imposé, une étape où on passait le grand ballon. Ça devait être une journée à 3500 mètres de dénivelé positif, et où il s'était imposé... Et pour moi, c'était un peu le maître étalon des sprinteurs qui avaient remporté des étapes extrêmement dures. Pour moi, cette victoire d'Hausler. Je dirais que maintenant, le nouveau maître étalon, c'est peut-être Caden Groves. Parce que réussir déjà à être dans l'échappée, avec Stewart, fallait y être dans cette échappée-là quand même. Parce que ça part, encore une fois, après plus d'une heure de bagarre. Donc il fallait être dans le coup. Ça part quand même après 60 km de bagarre, hein, donc encore une fois plus d'une heure du côté de Caden Groves. Après, c'est bien d'être dans le groupe, mais à ce moment-là, tu te dis, j'espère que j'ai pas dépensé trop d'énergie pour être dans cette échappée-là. Ils ont de la chance, les deux, c'est la Côte de Thésy. La Côte de Thésy, vous avez des coureurs, encore une fois, qui n'ont pas fait un tempo suffisant dans cette côte-là pour se débarrasser des coureurs les meilleurs sprinteurs, les coureurs les plus à l'aise sur le plat, mais peut-être aussi parce qu'on est à plus de 60 bornes de l'arrivée et qu'on est la veille de l'arrivée sur le Tour de France et qu'un Tim Wellens et Jorgensen avaient peut-être plus suffisamment d'essence dans le moteur pour le faire,
qu'un Jordan Gégat non plus. Alors, Jordan Gégat, c'est le seul qui est monté un peu fort, mais qui avait beaucoup de coureurs dans ce groupe-là qui n'avaient plus l'énergie pour le faire, pour suivre le rythme en fait de Jordan Gégat, ce qui aurait peut-être créé des dégâts un peu plus importants, recomposer également ce groupe de tête. Après, je trouve qu'il a passé assez peu de relais dans la journée. Alors, il passait des relais, Caden Groves, mais c'est pas celui qui a fait le plus de travail. Je pense qu'un Velasco, par exemple, en a beaucoup plus fait. Un Tim Willems en a plus fait que Caden Groves, très clairement, à certains moments dans la journée. Et puis après, faut réussir à se remettre dedans. Les trois, ils ont vu la chute. Les trois, ils voient la chute de Romain Grégoire. Ils savent pas trop où ils en sont derrière. Encore une fois, pour moi, pendant 2-3 km, on a mangé des gels. Voilà, on a, je pense, un peu attendu. Et puis on voit que bon, les mecs mettent trop de temps pour repartir. Donc il y a un moment, on fait sa course quand même. Et puis après, Caden Groves, il voit que l'écart se forme et il y va. Il y va. Alors il peut dire merci à Jack Stewart aujourd'hui parce que Jack Stewart lui a donné la victoire. Mais derrière, il y est allé. Mais ensuite, il faut résister pendant 15 km. Sur la fin, vous avez Frank Vandenbroek qui le suit. Moi, je pense que voilà, il a vraiment très très bien roulé aujourd'hui. Et pour moi, ça m'a fait penser vraiment à Heinrich Hausler. Parce que même si Grégoire était encore là dans le final, je suis pas sûr qu'il aurait réussi à lâcher Caden Groves. Vu les difficultés qu'on avait sur la fin d'étape, je pense qu'il aurait eu beaucoup de mal à lâcher Caden Groves. Alors il aurait peut-être fallu un coup tactique, on va dire. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que Romain Grégoire attaque et que derrière ça se regarde un peu. Mais je me disais, sinon ça aurait été très compliqué. Et puis faut saluer aussi la technique sur un vélo de Caden Groves, parce que fallait tenir au niveau des roues, mais dans la descente. Je pense aussi qu'on ne lui en a pas beaucoup demandé dans cette étape. Il n'a pas passé tant de relais que ça, alors que on connaît Caden Groves, on sait que c'est... Alors, il y a longtemps, c'était un coureur qui passait pas une bosse, mais aujourd'hui, c'est un coureur qui passe très très bien les bosses. C'est quand même un coureur qui a gagné des étapes sur le Tour de Catalogne. Et puis, c'est un coureur qui l'a jamais... Je sais pas si vous vous rappelez sa victoire sur le Tour de Catalogne, quand il bat Brian Cocard, enfin sur une des étapes où il bat Brian Cocard. C'est sa deuxième victoire d'étape, je crois, sur ce Tour de Catalogne là. Ça remonte au moins il y a 3 ans ou 4 ans. Il va avoir une crevaison à 4 bornes de l'arrivée. Changement de vélo. Alors on ne sait pas encore comment il est revenu, mais peut-être qu'il s'était accroché à la voiture. Mais il arrive à revenir, il gagne, il bat tout le monde. Alors il y avait un groupe d'une trentaine de coureurs, mais il avait réussi à faire un effort dans les 4 derniers kilomètres. Ça m'avait sidéré ce coup-là. Qu'il arrive à gagner l'étape alors qu'il avait eu encore une fois une crevaison. Alors il fallait battre que Brian Cocard, mais Brian Cocard cette année-là en plus n'était pas mauvais. Et là j'avais dit oui, et c'était déjà une étape où il y avait plus de 2500 mètres de dénivelé positif, comme souvent ce qu'on a du côté du Tour de Catalogne. Il avait été extrêmement costaud ce coup-là, Caden Groves, et on le sait que c'est un coureur qui est bien quand il y a des bosses. Il a vraiment progressé dans ce domaine-là. Alors c'est... À l'époque où il était chez Backenstein, ça me surprenait toujours parce qu'il fait qu'1m76. Mais c'est un coureur qui est assez lourd pour un mec qui fait 1m76. Mais il a, je pense, progressé là-dedans. Je pense qu'il doit plus faire 76 kg. Parce que sur sa fiche Pro Cycling Stats, c'est toujours marqué 76 kg, 1m76, 76 kg. Je pense qu'il doit plus faire les 76. Et il passe mieux les bosses. Il a vraiment beaucoup progressé dans ce domaine-là. Ça me fait plaisir parce qu'il n'est pas vieux, Caden Groves. C'est un coureur dont on parle très peu. On parlait beaucoup de lui chez Bike Exchange. Je me souviens, on disait c'est la nouvelle pépite du sprint. Et puis après, derrière, t'as des Philipson qui sont arrivés au top. Et puis t'as la génération Coy-Dely également qui a commencé à s'exprimer. Et puis il a un peu disparu. Mais il fait partie désormais du cercle des vainqueurs sur les 3 grands tours. Et la manière dont il a gagné en plus aujourd'hui, c'est en costaud. Donc celle-là, il peut s'en souvenir. Il était très content à l'arrivée parce que il le disait, quand on a gagné sur les 3 grands tours, sur 2 grands tours, mais le dernier tour pour réussir à avoir cet achèvement dans cette carrière, c'est le Tour de France. Alors déjà que sur la Tour de France, tu as énormément de pression sur les épaules. La pression est décuplée et c'est compliqué. Donc non, bravo. Puis bravo aussi quand même à Alpecin parce qu'ils arrivent à gagner 2 victoires d'étape sur ce Tour de France, à avoir le maillot jaune également avec Van Der Poel.
alors que Philipsen a abandonné très tôt et que ça aurait pu vraiment complètement les détruire, mais ils ont réussi à se remobiliser. Ils font un tour qui est tout à fait honorable, je dirais, du côté de Alpecin de Koenig. Et puis là, belle victoire de Cadengrove. Ça change quand même aussi un petit peu la donne sur ce Tour de France, hein, cette victoire de Cadengrove. Deuxième, Harry Sweeney. Parmi les hommes de l'ombre, il a fait un très grand Tour de France, Sweeney, notamment pour aider Ben Ely, quand il avait le maillot jaune, notamment Ben Ely. EF, ils avaient coché l'étape. On a compris dès ce matin, il l'avait dit Ben Ely en interview. Ils avaient coché l'étape. Ben Ely aurait pu la gagner celle-là, mais trop bien placé au général. Powless, pas eu forcément des grandes jambes sur ce Tour de France. Il a tenté, Asgreen a tenté également, enfin voilà, c'est eux vraiment qui ont animé cette étape. Derrière, Sweeney, il a tenté. Le fait de sortir, de suivre Gegat, pour moi c'était une bonne idée à ce moment-là. Dommage que Gegat l'accompagne pas. Alors est-ce que Gegat avait pas les jambes ou est-ce qu'il a lâché? Difficile à dire. Et après du côté de Sweeney, forcément il se retrouve tout seul. Alors il fait son petit bonhomme de chemin, mais quand il est rattrapé, il sait qu'il a aucune chance de résister. Alors encore, s'il avait été rattrapé après la dernière difficulté du jour, après la dernière bosse de 4e catégorie, peut-être qu'il aurait été en capacité de résister, sauf qu'il est rattrapé juste avant, forcément il craque derrière. Bon, et puis après, il n'y avait plus forcément beaucoup d'énergie. Il remporte quand même le prix du combatif, ce qui pour moi est mérité que ce soit en EF qu'il l'ait aujourd'hui, parce qu'encore une fois, ils ont animé toute cette étape et ils ont vraiment tout fait pour essayer d'aller chercher la victoire d'étape. Mais Sweeney sur la fin, il lui manquait un peu d'énergie, voilà, avec le numéro qu'il avait fait, mais je trouve qu'il fallait tenter le coup dans un groupe comme ça à 13. Souvent je dis dans des échappées comme ça où ça met du temps à sortir, souvent le premier attaquant va au bout. Ça a failli le faire. Heureusement en fait que Romain Grégoire, enfin on a l'impression que c'est Romain Grégoire parce que là encore Anthony Forestier a raté cette recomposition du groupe de poursuite, ou soit c'est France Télévisions qui était en pu, je sais plus à ce moment-là, mais du côté de Romain Grégoire, c'est lui vraiment qui a recomposé le groupe, ce qui permet de rentrer sur Sweeney, parce que je pense qu'on serait regardé un petit peu en chien de faïence pendant très longtemps, dans le blanc des yeux, comme on dit, et comme Gegat passait pas de relais, je suis pas sûr que ça aurait fait la différence non plus. Donc je suis pas sûr qu'on n'aurait pas pris une 20, une 30, et s'il y avait une 30, c'était fini. Hein. Donc on se contentait de la deuxième place. Donc bravo, voilà, Harrison Sweeney, fallait tenter le coup. Bon, dommage, voilà, que Romain Grégoire a été intelligent et a bien relancé le groupe derrière. Puis je terminerai avec Pascal Encorn. Troisième aujourd'hui, Pascal Encorn, alors qu'il a été lâché pendant une grande partie des difficultés du jour. Là aussi, c'est un coureur qui s'est énormément accroché sur cette étape et il revient sur la dernière partie de course et puis il part sur la toute fin et il finit troisième, pas loin derrière Van Den Broek au final. C'était bien tenté de la part de Encorn et puis ça récompense là aussi ce gros travail d'équipier qu'il a fait du côté du Mont Ventoux, le gros travail d'équipier également qu'il a fait en début de course pour protéger aussi Remco Evenepoel. Enfin voilà, c'est un coureur qui a eu un vrai impact, Pascal Encorn, dans le travail de la formation Soudal Quick-Step. Et cette échappée, il a fait du bon boulot et je pense que c'est intéressant de voir le travail qu'il a effectué. Et puis si Remco Evenepoel quitte la Soudal Quick-Step, eh bien Pascal Encorn, il aura peut-être beaucoup plus de liberté dans cette équipe, même s'il y aura toujours Tim Merlier, donc ça lui permettra peut-être de prendre beaucoup plus d'échappées à l'avenir. Mais voilà, il a bien fait le travail aujourd'hui. Bon voilà, il est tombé tout simplement sur ce plus fort que lui, mais il s'est bien accroché et aujourd'hui très clairement, avec les jambes qu'il avait, normalement il faisait pas troisième, il faisait bien plus loin dans le classement. Donc je trouve qu'il s'est très très bien débrouillé dans le final, Pascal Encorn. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Les bonnets d'âne du jour pour cette 20e étape. Jack Stewart. Comment donner la victoire à Cadengrove, quoi. Non, mais si tu pensais vraiment que Van Den Broek allait rouler avec toi, dans ce cas-là, c'est Frank Van Den Broek qui aurait été bonnet d'âne.
Frank Vandenbroek, il avait aucun intérêt à rouler avec de sprinters. Comme l'a très bien dit Jalabert, il faisait 3 aujourd'hui. Sa seule solution, Vandenbroek, c'était soit de se retrouver avec Romain Grégoire, parce que oui, au sprint à 2, bah, il aurait peut-être pu aller le chercher, mais face aux deux autres, Stewart Groves, c'était mort. Donc il fallait pas qu'il se retrouve avec ces deux coureurs-là. Face à Roméo, il gagnait. Face à Romain Grégoire, il y avait match. Face à Caden Groves et face à Jake Stewart, non. Ça montre aussi un coureur intelligent, hein, quand même, du côté de Frank Vandenbroek. Et bah, il a osé tout perdre. Alors ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais il a osé tout perdre aujourd'hui. Comme je dis souvent, parfois pour gagner, il faut oser tout perdre. Bah là, il a osé. Il a osé. Bon, ça a profité à Caden Groves, mais de toute manière, il fait deuxième de l'étape. S'il avait roulé avec les deux autres, il faisait troisième, donc il a quand même gagné une position par rapport à ce qui aurait pu être le cas. Et Jack Stewart, bah oui, il fallait collaborer avec Caden Groves. Il fallait collaborer avec lui. En sachant que Caden Groves, bah, je pense que Jack Stewart, s'il avait des bonnes jambes, il pouvait le battre. Voilà, mais il fallait rouler. Et puis après, dans le dernier kilomètre, il fallait servir du fait que Vandenbroek était plus lent. Donc en fait, il fallait que Vandenbroek attaque. De toute façon, Vandenbroek aurait été obligé d'anticiper. Je pense que Vandenbroek aurait attaqué à 1 km, à 1 km 500 de l'arrivée. Puis après, il fallait prendre la route Vandenbroek. Si tu avais suffisamment d'avance par rapport au groupe de derrière, c'était bon. Puis même si le groupe de derrière revenait, si tu te faisais pas enfermer et qu'il n'y en avait pas un qui attaquait en survitesse, c'était bon. Mais en gros, voilà, il fallait absolument... Surtout que Caden Groves, au final, il n'était pas énervé, enfin on se mettait pas des minesses, c'est vraiment Stewart qui a eu cette idée-là à la con. De dire, ah bah Vandenbroek, faut qu'il passe. Et puis en plus, il lui a pas demandé 2 secondes, ce qui n'aurait pas permis à Caden Groves de s'échapper. Non, il lui demande pendant 10 secondes, 15 secondes. Voilà, Caden Groves, il s'est échappé et puis loin devant, quoi. Il a pas senti le truc. Voilà, alors je pense que vu comment Caden Groves était énervé avec les oreillettes, je pense que les voitures n'étaient pas derrière. Je pense que les voitures étaient trop loin, donc peut-être que du côté d'Israël, on lui aurait tapé sur les doigts à Jack Stewart, du côté de la direction sportive. Mais quoique la direction sportive n'a pas demandé à Jordan Jegat plus que ça de rouler dans les groupes de poursuite, alors qu'à certains moments, il y avait peu d'avance par rapport à Ben O'Connor. Mais oui, là, il a donné la victoire à Caden Groves. Tu peux essayer, déjà je pense que c'était pas une bonne idée, mais tu peux essayer de demander des relais à Vandenbroek, mais t'attends pas 15 secondes, parce que Vandenbroek, très clairement, il a dit, bah, t'es meilleur sprinter que moi, démerde-toi. Voilà. Et puis ça a duré longtemps. Hein. Puis après, bon, bah, c'était fini pour Stewart. Mais il a, voilà, en termes de stratégie... il s'était débarrassé du plus fort du groupe. Il s'était débarrassé de Romain Grégoire, qui aurait pu les lâcher. Il s'était débarrassé du meilleur rouleur du groupe, qui était Ivan Roméo. Bon, en gros, ils arrivaient au sprint, les deux. Hein. Puis après, c'était celui qui était le meilleur. Mais non, ils ont décidé de se regarder l'un et l'autre. Ça a profité à Caden Groves. Voilà, dommage pour Jack Stewart, mais mal joué aujourd'hui en termes de stratégie du côté du coureur britannique. Et c'est dommage parce que, vu les jambes qu'il avait sur le Dauphiné, il aurait certainement battu Caden Groves au sprint, hein, je pense. Mais bon, il a fait autrement. Parce que Caden Groves n'avait pas forcément fait des super sprints à la place de Philipsen jusqu'à maintenant. Deuxième bonnet d'âne, bah O'Connor. T'avais un coureur à cibler aujourd'hui. Alors, très clairement, ok, en début d'étape, les mecs, ils n'ont pas ciblé Ben Eli, bon, ils se sont fait avoir. À ce moment-là, personne ne s'attendait à avoir un mec du général qui attaque. Mais quand Ben Eli a eu cette idée-là, tout de suite, tu te mets dans la roue de Gigat. Tout de suite. C'est-à-dire, tu sais qu'il y en a un qui a eu cette idée-là à la con, et ensuite, tu passes toute la journée à côté de Gigat. Et tu le lâches pas d'une semelle. C'était le seul qu'il fallait pas lâcher, parce que Arensman... il était à un quart d'heure derrière, donc voilà, il n'y avait pas d'intérêt. Et ensuite, les 9 de devant, en gros, ils étaient trop loin aussi. C'était le seul coureur qu'il fallait suivre. Tu avais un coureur à cibler, tu ne l'as pas ciblé. En plus, il devait savoir aussi, Ben O'Connor, son équipe,
c'était une équipe pour sprinter. Il y avait Dunbar, en gros, et il y avait Mauro Schmid. Les autres, ce sont des rouleurs. Donc forcément, ils ont été lâchés en début d'étape avec Dylan Groenewegen. Donc il savait qu'il aurait personne à part Mauro Schmid. Parce que Mauro Schmid, il avait déjà attaqué ce matin. Donc il savait qu'il ne fallait pas laisser partir Jegat. Il fallait qu'il se mette dans la route Jegat, il fallait qu'il passe 180 km dans la route Jordan Jegat. Et là, après, il fait une grosse erreur. Et puis l'erreur, il s'en aperçoit pas tout de suite en plus. Ça a été la bêtise aussi, Ben O'Connor. Parce que, tu rates l'attaque de Jordan Jegat. Mais en gros, il prend 30 secondes. Si tu roules derrière, Mauro Schmid, vu le tempo qu'a fait Mauro Schmid, ou si toi tu roules derrière, en gros, les 30 secondes, tu les bouges facilement. Sauf que dans un premier temps, c'est pas toi qui roules, c'est Cofidis. Qui n'était pas dans l'échappée. Sauf que Cofidis, ils sont jamais rentrés. Tu commences à rouler, il y a déjà une 30. Après, c'est mort. C'est fini, hein. T'as commencé à rouler trop tard. Il fallait rouler dès qu'il avait 30 secondes d'avance, mais il fallait même pas le laisser partir. Il s'est raté. Voilà. Et puis sur la fin, il n'y a plus d'énergie, je pense, dans des pattes. C'est dommage parce que Jegat faisait pas non plus un énorme tempo, mais voilà, c'était fini. T'as pas réussi non plus à trouver des alliés de circonstance parce que il y avait personne qui avait intérêt à rouler à ce moment-là. Alors que je pense que si tu roules tout de suite, si par exemple le peloton n'est qu'à 1 minute, tu roules tout de suite. Allez, le mec de la voiture Jayco, il arrive à trouver, je suis sûr, un Ineos qui va rouler pour revenir. Il arrive à trouver également un Uno X parce qu'ils sont pas dans l'échappée. Et puis tu roules avec la Cofidis. Voilà, et puis tu reviens sur Jegat. Puis tu reviens sur les mecs de l'échappée. Mais non. Non, parce que au départ, tu laisses faire la Cofidis. Donc erreur pour moi du côté de Ben O'Connor. Puis je termine avec Trentin. Je m'attendais à mieux quand même aujourd'hui de Trentin. Je me disais, 2500 mètres de dénivelé positif. Quand je vois le groupe à l'avant partir, je me dis, il va falloir se méfier de Cadengrove. Mais je me disais, il va falloir se méfier de Romain Grégoire. Mais après, je me disais, Trentin, il a vraiment une vraie carte à jouer. Pour moi, en sachant qu'en plus, Romain Grégoire, physiquement, on ne savait pas trop où il en était. Jordan Jegat, il était fatigué, il avait fait quand même beaucoup d'efforts. Arès Sweeney, il a fait quand même équipier également pour Benelli. Donc je me disais, celui dont il faut se méfier, c'est Cadengrove, parce qu'il est frais. Je pensais pas que Jack Stewart passerait, pour tout vous dire. Mais je me disais, c'est vraiment le mec qu'il faut suivre. Sauf que tu t'aperçois dès les premières difficultés que il n'a pas la cadence, il n'a pas les jambes pour tenir. C'est dommage pour Trentin. Mais c'est vrai que autant j'avais trouvé l'an dernier qu'il avait fait un bon début de saison quand il était arrivé chez Tudor, notamment pour aider Arvind de Klein. On se souvient de l'énorme travail qu'il avait fait sur Paris-Nice, notamment l'étape de Montargis. Mais je trouve qu'il avait fait vraiment 4-5 premiers mois très intéressants chez Tudor. Autant là, cette année, il a bossé pour Dainese, mais c'était moins au point au niveau du train, notamment sur ce Tour de France. Alors il a beaucoup fait l'équipier aussi, parfois dans les échappées autour d'Alaphilippe, autour de d'autres coureurs. Mais dès que la route s'est levée, il avait du mal. Or, la force de Trentin, c'est comme ça qu'on l'a repéré, c'est sur ce type d'étape. Quand il s'impose, je me rappelle sur la Vuelta, c'est sur des étapes à plus de 2000 mètres, entre 2000 et 3000 mètres de dénivelé positif, sur des arrivées en faux plat montant, où il y a une époque, c'était l'un des meilleurs au monde sur ce type d'arrivée. Mais il n'y a encore pas si longtemps que ça, il était très costaud dans ce type de journée. C'est quand même un mec qui a remporté une étape de montagne sur le Tour de France, de moyenne montagne, et qui aurait pu remporter une grosse étape de montagne s'il n'y avait pas eu Simon Yates à l'époque du côté de la Mitchelton Scott sur une étape, pour ceux qui s'en rappellent. Mais Trentin, aujourd'hui, il est quand même bien rentré dans le rang. Après, c'est vrai que Trentin, il a 35. Parce qu'aujourd'hui, Trentin, il finit 11e de l'étape, il finit à 2 minutes. Trentin, il a 35, ouais. Et il va bientôt avoir 36, donc il est peut-être un peu sur la pente descendante. Alors c'est dommage parce que tu vois, à Lille, il fait 5e, mais peut-être aussi, plus l'âge avance, plus la récup c'est difficile. Il a pris 3 échappées aussi, à Hautacam, il est dans l'échappée, au Mont Ventoux, il est dans l'échappée aussi. À Pontarlier, donc c'est sa 3e échappée. Mais là, je regarde...
400 points de récupérer depuis le début de saison, dont 160 grâce à sa 9e place à Milan-San Remo. Donc voilà, c'est surtout... sinon, il a fait quelques placettes, mais qui n'ont pas rapporté énormément de points. Bon, voilà, il fait 22e du Tour des Flandres, en prenant également un petit groupe d'échappés. Il a été sur Gand également, sur le E3, où il est dans le top 15. Mais ouais, là, ça a été compliqué pour lui, pour Trentin. Donc voilà, déçu parce que je m'attendais un peu mieux quand je voyais le groupe d'échappés. Mais voilà, c'est plus le grand Trentin qu'on a pu connaître à une époque. On regarde tout de suite les différents classements. Le classement de l'étape remporté donc par Caden Groves devant Frank Vandenbroek. On retrouve ensuite Pascal Encorn 3e, donc devant Velasco, Grégoire, Jake Stewart, Jordan Jegat 7e, devant Tim Willems et Jorgensen, Harry Sweeney 10e, Trentin 11, Kostju 12e. Le peloton, c'est Ballerini et Tennyson qui font 13 et 14 devant Jonas Abrahamsson. C'est les seuls, je pense, qu'on vraiment donné tout pour le sprint avec Turgis, qui voulait peut-être prendre des points pour le maillot vert. Et puis on voit que tout le monde a fini dans les délais aujourd'hui. Donc demain, on aura 160 coureurs. Le dernier de l'étape, c'est Julien Alaphilippe. Ça veut peut-être dire qu'il s'est réservé pour l'étape de demain. Et donc Fedorov qui n'a pas pris le départ ce matin. Donc problème gastrique, une infection intestinale du côté du maillot du classement général. Donc le changement, c'est Jordan Jegat qui passe devant Ben O'Connor pour quasiment 2 minutes. Sinon, pas d'autres changements parce que les écarts sont quand même importants. Pogacar, donc leader, avec 4,24 d'avance sur Vingegaard, 11 minutes sur Lipovic, 12 sur Only, 17 sur Gall et quasiment 20 minutes sur Johannesson. Et donc, encore une fois, 12 coureurs qui sont à moins d'une heure du leader du classement général. Vlasov a perdu des secondes aussi. Aujourd'hui, il a dû se relever, Vlasov. Aujourd'hui, parce que il est... maintenant, le premier coureur à 2 heures, c'est Paris Peintre, qui a 2h12. Je vois les retards assez énormes. Et pour le moment, c'est Consoni, désormais, qui est dernier coureur lanterne rouge, parce que Jordi Meus a eu la mauvaise idée de faire une étape pas trop mal. Donc, il a gagné 3 positions. Donc, c'est Consoni qui est lanterne rouge. Mais vous voyez, seulement 15 secondes avec Edward Theuns du côté de la Lidl Trek. Ça va peut-être être le match demain du côté des lanternes rouges. Voilà, pour savoir lequel des deux sera la lanterne rouge de ce Tour de France. Le maillot vert, Jonathan Milan, donc 352 points. Demain, 70 points sont en jeu. Donc, s'il marque un point, pour Milan, le maillot vert est complètement sécurisé. Troisième, Binyam Girmay. Devant Vingegaard et Turgis, le maillot blanc, c'est Lipovic qui a 1 minute d'avance sur Only. Vauclin 11, Eli à 16 minutes. Et puis le classement par équipe. La Visma devant la UAE, la Red Bull 3e. Arkea 4e, qui en plus a repris un petit peu d'avance par rapport à Decathlon, comme vous pouvez le voir. Et puis Ineos qui passe devant la Movistar dans ce classement par équipe. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, encore une fois, demain, journée un petit peu spéciale. Il y aura la présentation, mais à 11h. Le débrief, par contre, de l'étape des Champs-Élysées, ça ne sera pas avant lundi. Voilà, je ne ferai pas le débrief dans la foulée de l'étape. Voilà, pour des questions d'organisation et de détente au niveau du cerveau. Surtout que demain, j'ai encore beaucoup de boulot. Ce soir, déjà, j'ai encore beaucoup de boulot. Donc, voilà, on fera l'étape plutôt lundi, du fait de cette enchevêtrement de Tour de France femmes et de Tour de France masculin. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.